d'abord, nous avons un témoignage poignant donc, sur les addictions. Donc, nous accueillons d'abord Tristan. Donc, tu peux nous voir. Est-ce que c'est pas terrible? Donc, 30 ans qui fait partie de l'association des Saint-Jean-Espérance, donc qui vient témoigner de son parcours pour sortir des addictions, notamment sur celle des jeux vidéo, du cannabis et de la pornographie. Et nous accueillons aussi le père Jean Siméon, donc qui fait partie de l'association Saint-Jean-Espérance et qui vient aussi témoigner sur ce sujet. Voilà. Donc d'abord nous allons faire la rencontre de Tristan. Donc est-ce que tu peux nous partager ton expérience, donc comment tu es tombé dans ces addictions, pourquoi? Bonjour à tous, je n'ai pas l'habitude du micro. Pour répondre à ta question, il vaut mieux que je témoigne tout simplement de ce que j'ai vécu. Je vais essayer d'être rapide, mais en même temps, il n'y a rien à oublier quand même. Pour faire bref, donc je suis né de deux parents qui s'aimaient et qui m'ont aimé aussi d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'avant de se mettre ensemble, ces deux parents avaient chacun leur famille de leur côté. Et quand ils se sont mis ensemble, ils se sont séparés de leur famille. Ce qui fait que du coup, j'ai 6 demi-frères et demi-sœurs, et c'est extrêmement simple, j'en connais qu'un seul aujourd'hui. Et je lui parle plus d'ailleurs. Les autres, je les connais pas. J'ai 16 neveux et nièces, dont un qui est plus vieux que moi. Mais je ne les connais absolument pas, je les ai quasiment jamais vus. J'ai grandi dans les quartiers de la région parisienne. J'ai grandi à Melun, pour être précis. C'est pas ce qui craignait le plus à l'époque. D'autant plus que qu'on s'entendait plutôt bien. Enfin, il y avait des rebeux, il y avait des Antillais, il y avait des Africains, il y avait des Polonais, des Italiens, des Portugais, des Français, et on jouait tous ensemble. Il pouvait y avoir des bastons entre mecs, parce que les mecs se bastonnent, ça arrive, mais c'est pas l'ambiance qu'on peut décrire des quartiers comme on le voit dans les journaux aujourd'hui. Je vous parle de ça dans les années 90. Objectivement, aujourd'hui, ça craint, vraiment, là où j'ai habité. Donc je ne vais pas m'étaler sur mes 0 à 10 ans parce que j'y ai vécu plutôt bien. Je suis pas né d'une famille riche, mais j'étais heureux et mes parents s'entendaient très bien. Le premier gros événement dans ma vie qui fait que je vais sombrer dans les addictions, ça a été un 20 janvier 2000 où mon père est emmené à l'hôpital. Il avait une péritonite. Grosso modo, c'est une appendicite un peu plus grave. C'est opérable, c'est soignable. Le seul problème, c'est que son système immunitaire était déjà défaillant de base. Il va rester 3 mois et demi à l'hôpital en tout. Il va être opéré 4 fois. Et il va mourir en fait. Il va pas survivre à ce voyage à l'hôpital. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir une seule fois en fait. Sur les 3 mois et demi, je ne l'ai pas vu une seule fois. Ma mère voulait me protéger un peu de ce que je pouvais voir avec mon père. Et du coup, j'ai jamais pu lui dire au revoir, simplement. Ça a été extrêmement douloureux pour moi, d'autant plus que ça a amené un second événement qui va être très lié à ce que j'ai vécu dans mes addictions. C'est la dépression de ma mère, qui est encore actuelle. Ça fait 19 ans. Et pour résumer extrêmement simplement comment vit ma mère, elle passe 16 heures par jour sur le PC depuis 15 ans. Je n'exagère absolument pas les chiffres. Si je rentre dans l'appart aujourd'hui, ce que j'ai fait d'ailleurs il y a 2 semaines, j'y suis allé il y a 2 semaines, si je rentre dans l'appart aujourd'hui, je sais dans quel état je vais trouver l'appart, je sais où je vais trouver ma mère, devant quel écran, et tout l'environnement qui va avec. Et ceci, je le connais depuis que j'ai 10 ans. Ceci étant dit, je peux vous raconter du coup la deuxième grosse période de ma vie qui va se situer entre 10 et 18 ans.
est la première grosse addiction que je vais développer. Je parle d'addiction aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, j'y prêtais même pas attention. Cette addiction, c'est celle aux jeux vidéo. Donc à 10 ans, je me retrouve avec ma première Game Boy Color, Pokémon Or. C'était génial. Objectivement, j'ai kiffé. Mais je suis aussi tombé très vite accro. En fait, en moyenne, je jouais 2-3 heures par jour, déjà à 11-12 ans. Quand on parle d'addiction, faut aussi voir derrière toutes les conséquences négatives qu'il peut y avoir en termes de comportement. Moi, ce que j'ai développé déjà, c'est un attrait énorme pour le mensonge. Je suis quelqu'un qui a énormément menti dans sa vie, avant d'arriver à Saint-Jean-Espérance, et un petit peu à Saint-Jean-Espérance. Et j'ai aussi beaucoup volé. Parce que pour se payer ses jeux vidéo, pour se payer sa console, quand on a une mère qui ne touche que 800 € par mois, bah, c'est compliqué. Je vais vous donner l'exemple qui montre que c'était vraiment une addiction pour moi. À 15 ans, j'allais au cybercafé. Pour ceux qui ne connaissent pas le cybercafé, c'est simple, c'est une salle avec des écrans et on loue l'heure d'utilisation de l'écran. C'était 2 € à l'époque, 2 € l'heure. J'ai passé 150 heures par mois pendant 2 mois au cybercafé. Donc 150 heures par mois pendant 2 mois, ça fait 300 heures sur 2 mois, x 2, ça fait 600 €. Pour financer ces 300 heures de connexion au PC, j'ai tout simplement volé ma mère. J'avais pas d'autre choix. À 15 ans, j'ai jamais dealé. Voilà, jusqu'à mes 28-30 ans, j'ai jamais dealé tout simplement. Les seules choses que j'ai pu faire pour financer, et là je parle juste de jeux vidéo, je parle de rien d'autre, ça a été de voler ma mère énormément, ce qui fait que les huissiers sont venus à la maison, ce qui fait que plus d'une fois on a été menacé d'expulsion. Et forcément c'était extrêmement compliqué à gérer, d'autant plus avec la dépression de ma mère. Vers 18 ans, alors il faut savoir qu'à cette période-là, j'étais plutôt sportif, j'ai toujours dit non à la clope, j'ai toujours dit non au bédo, j'ai toujours dit non à l'alcool d'ailleurs, au passage. C'était des choses que je voulais pas dans ma vie parce que je savais que c'était pas vraiment sain, pas vraiment bon. J'avais l'exemple de mon demi-frère, donc le seul que je connais, qui se coulait des douilles à 12 ans, qui a fait fumer ma mère pour la première fois de sa vie à 58 ans alors qu'elle avait bu 3 verres de whisky avant, je vous raconte pas les dégâts. Et moi, en ayant vu ça, je me suis dit, bah, c'est hors de question, quoi. Et en fait, en arrivant en terminale au lycée, terminale, période de manifestation assez intense, j'étais organisateur, pas pour faire la fête par conviction, parce que j'ai toujours voulu être prof aussi, et qu'à ce moment-là, le métier de prof était vraiment bien attaqué. Mais dans le mouvement de la fête aussi, il faut reconnaître, j'ai touché mon premier joint, qui m'a littéralement couché, c'est-à-dire qu'il m'a endormi. J'ai dormi pendant 3 heures à peu près, en plein après-midi. Mais la chose en parallèle, c'est qu'en touchant à ce joint, j'ai trouvé exactement ce que je voulais trouver en termes d'effet dans ce que je recherchais dans les jeux vidéo. En fait, ce que j'ai pas décrit aussi, c'est que je jouais énormément aux jeux vidéo pour tout simplement oublier tout ce qui se passait autour de moi. Oublier que le part est complètement en bordel, que ma mère est en dépression, que j'ai jamais fait le deuil de mon père. Le deuil de mon père, je l'ai fait, Jean Siméon était là d'ailleurs, je l'ai fait à Saint-Jean-Espérance à 28 ans, 18 ans après sa mort. Et puis fuir aussi ma colère, parce que j'avais énormément de colère à cette époque-là, et je jouais énormément pour fuir tout ça. Et le bédo m'apportait exactement ces effets-là, x10. Cool. De mes 18 à 23 ans, j'ai pas tant fumé que ça, pour un fumeur traditionnel. J'étais à 2-3 joints par jour, un peu plus en soirée. Je jouais encore assez aux jeux vidéo, j'habitais encore chez ma mère à ce moment-là.
Ce qui fait que j'arrivais à travailler à côté, j'arrivais à faire mes études, donc première année de licence AES à Paris 2, deuxième année. Et à la fin de ma deuxième année, j'en pouvais plus de la situation chez ma mère, je décide de me barrer. Et je prends mon appart. Et là, extrêmement vite, bon, c'est une question de semaine, je me dis, mais attends, j'ai plus besoin de fumer, j'ai plus besoin du bédo, j'ai plus besoin des jeux vidéo, j'arrête tout. Et en effet, j'arrête tout, du jour au lendemain. Et étrangement, je vis une bonne année où tout se passe bien. Mais vraiment bien, j'ai ma licence avec mention, je passe au moins le code et une vingtaine d'heures de conduite. J'aurais jamais passé la conduite, je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai passé il y a 2 mois. J'ai une petite amie en or, vraiment, une fille vraiment en or. Je rencontre des amis en or aussi. Sans eux, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui et je ne serais pas à Saint-Jean-Espérance, parce que c'est grâce à mes amis si je suis arrivé là. J'ai un appart que j'entretiens, que je paye. Enfin voilà, j'ai un mode de vie plutôt sain, plutôt bon. Tout n'est pas rose non plus, hein, je m'engueule parfois avec mes amis, mais voilà, je fuis pas dans la consommation à tout va. Et vers mes 24 ans et demi, je reçois... Alors, à ce moment-là, petit détail, j'avais coupé les ponts avec ma mère, j'avais coupé les ponts avec mon demi-frère. C'était plus simple. Et vers 24 ans et demi, mon demi-frère reprend contact avec moi, j'accepte. Et grosso modo, sa demande, c'était, voilà, maintenant c'est moi qui aide maman et j'y arrive pas tout seul. Est-ce que tu veux bien m'aider? Moi, j'ai toujours attendu ça de sa part. J'ai dit oui. Sauf que j'étais absolument pas solide et absolument pas serein pour faire face à tout ça. Et je rechute. Il faut savoir qu'une rechute, on consomme au minimum ce qu'on consommait avant d'être abstinent. Moi, c'est simple, j'ai triplé ma consommation. Ça a été radical. Et de 24 ans et demi jusqu'à mars 2017, donc 27 ans, 28, une longue et lente descente aux enfers, parce que le cannabis, c'est lent à se mettre en place. Mais quand ça se met en place, c'est bien en place. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe. Ce que je peux vous dire, c'est que je me fais virer de mon appart parce que je ne paye pas mes loyers et que c'était un bordel. Je passe pas mon permis parce que je suis trop défoncé. Ma petite amie me quitte. J'arrête la fac. Enfin, j'arrête le master. Etc. Et j'arrive aux 6 derniers mois avant d'arriver à Saint-Jean-Espérance, où ma vie se résume très simplement à 2-3 choses. La première, c'est que déjà je retourne chez ma mère. Pas le choix, c'est soit ça, soit la rue. Donc je prends le moins pire. Et pendant ces 6 mois, je lui adresse pas un seul mot. Littéralement. Pendant 6 mois, j'ai vécu avec ma mère sans lui adresser un seul mot. Pas un bonjour, pas un merci, rien. Je joue. En fait, c'est simple. Je sais pas pourquoi je donne des durées à chaque fois de jeu, parce qu'en fait, il n'y avait pas de durée. Je joue jusqu'à épuisement. Donc, je joue aux jeux vidéo jusqu'à épuisement. Je fume 25, 30, 35 joints par jour. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, j'avais plus de finances. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai revolé ma mère à 28 ans. Et je vis comme ça pendant 6 mois dans mon lit. Je suis tous les jours dans mon lit, littéralement. En mangeant un sandwich par jour. J'ai aucun contact avec ces fameux amis que je me suis fait à la fac et qui sont vraiment des bonnes personnes. Donc je suis seul, littéralement, sous-nutri, émotionnellement mort. Je ressentais vraiment plus rien, émotionnellement. J'ai jamais eu l'envie de me suicider, chose très étrange dans ce que j'ai vécu, mais tant mieux. Ça c'est clair. Et pour terminer, avant de continuer, j'arrive à Saint-Jean-Espérance
en pesant 56 kg pour 1m87. Pour ceux qui m'ont vu debout, vous pouvez peut-être vous rendre compte un petit peu de ce que ça fait. Là, j'en pèse 75. C'est mon poids de forme. Je peux pas grossir, je mange tellement que je serais déjà plus gros. Émotionnellement, mort. Les 3 premiers mois de mon parcours, je pleure tous les 2 jours, pour rien. Enfin, complètement déréglé. Pendant 3 mois, j'ai un sommeil de merde, littéralement. Je dors 2 heures, je me réveille 3 heures, je dors 2 heures. Et puis voilà, on va passer à la suite. Bon courage. Merci beaucoup. Donc vous avez dit que vos amis vous ont aidé à en sortir. Est-ce que vous pouvez développer, s'il vous plaît? Parce qu'il n'y a pas que du négatif dans l'histoire, c'est vrai. En fait, le déclic dans ce que j'ai vécu dans ces 6 mois, c'est qu'un jour, j'ai vu mon portable. Je sais pas pourquoi. Je reçois un appel d'une amie que je connais depuis qu'on a 12 ans, donc ça fait 18 ans qu'on se connaît. Je sais pas pourquoi je décroche, alors que je parle à personne. Et cette amie me dit, voilà Tristan, je voulais t'annoncer que ma petite fille Eleanor, elle est née, elle a 3 semaines. Et je voulais que tu le saches, parce que tu es un ami pour moi, et puis voilà. Et ouais, je m'effondre. Mais littéralement, je m'effondre, émotionnellement, physiquement. Donc j'étais déjà dans mon lit, donc je pouvais pas m'effondrer plus physiquement. Mais littéralement, si, je me suis encore enfoncé dans mon lit encore plus. Mais tout ça parce que ça m'a remis en face de tout ce que j'ai toujours voulu depuis que je suis au collège, c'est-à-dire une femme, des enfants, enfin une famille, quoi. Et suite à ça, je téléphone à une autre amie que j'ai rencontrée dans mon année d'abstinence. Et cette amie, c'est la seule personne, avant Saint-Jean-Espérance, c'est vraiment la seule personne à qui j'ai toujours dit la vérité. Où on s'est fait un pacte, 2 pactes d'ailleurs. La première, c'est qu'on restera amis, quoi qu'il arrive. Et le deuxième, c'est de se dire toujours la vérité, quoi qu'il arrive. Et du coup, je l'appelle et je lui dis, voilà, j'en suis là, je fume autant, je parle pas à ma mère et j'habite chez elle, etc. Elle aurait pu m'envoyer chier, littéralement, et en fait, non, le lendemain matin, elle m'invite à boire un café, elle me tend le téléphone avec le site de Saint-Jean-Espérance et le site du Cénacle. Moi, je la regarde et je lui dis, écoute, je m'en fous de ce que tu me proposes, j'y vais. En fait, tu peux me proposer ce que tu veux, je m'en fous, je veux sortir de là, et il n'y a que toi qui peux me sortir de là, donc ce que tu me proposes, j'y vais, quoi. Et puis voilà, puis j'y suis. Merci beaucoup. Donc, est-ce que aussi vous pouvez nous expliquer le mécanisme de la drogue? Enfin, ce que ça produit vraiment, ce que ça apporte? Je n'étais pas prêt. Je peux l'expliquer pour moi parce que c'est individuel déjà. C'est pas... Je peux pas l'expliquer pour quelqu'un d'autre. Mais... Ce que je peux expliquer d'une part, je vais le dire autrement, aujourd'hui, c'est hors de question que j'ai une console chez moi et que je rejoue à un seul jeu vidéo. C'est hors de question que je fume une clope, parce que pour moi c'est l'entrée au cannabis. Pour dire autrement, au début, j'ai kiffé les jeux vidéo, j'y jouais par plaisir. Au début, j'ai kiffé le bédo, je fumais par plaisir et en soirée. Mais aussi très très vite, 2-3 mois pour les deux d'ailleurs, je me suis mis à jouer seul et à fumer seul. Parce que c'est ce qui m'aidait le plus à ce moment-là à fuir le réel, fuir ce que je vivais autour de moi, fuir mes émotions négatives. Enfin, mes émotions négatives. Elles ne sont pas négatives, les émotions. Ouais. Les émotions douloureuses. La colère, la tristesse. Puis je peux en avoir de la tristesse avec ce que j'ai vécu, et je peux en avoir de la colère aussi d'ailleurs. Mais tout ça, je l'ai nié. Et le truc, c'est que ça revenait plus fort, donc forcément, il fallait que je consomme plus.
Et même au bout d'un moment, dans ces 6 mois, j'étais mort émotionnellement pendant quelques temps, mais le dernier mois, là où j'ai eu le déclic en fait, ma colère elle est revenue et j'avais beau fumer, jouer, elle était encore là. J'étais tout le temps en colère, tout le temps. Et donc le bédo suffisait pas, le jeu vidéo suffisait pas. Donc maintenant on va vous montrer une vidéo qui explique les mécanismes de la drogue sur le cerveau et Je pense que l'addiction, c'est quand on ne peut pas se passer d'un produit, quel qu'il soit, drogue ou cigarette, café, peu importe, et quand ça empiète vraiment sur le quotidien, je pense. Quand tous les jours, on cherche à assouvir un besoin. C'est pas forcément lié à un produit, ça peut être un comportement, ça peut être une façon de faire. Pour moi, l'addiction, c'est quelque chose de mauvais, nocif. Pour moi, l'addiction, ça commence quand il y a un début de dépendance au produit. Quand on ne peut plus s'arrêter tout seul et qu'on a besoin de quelqu'un d'autre aussi, ça montre vraiment qu'on commence à être touché par l'addiction. Une addiction, c'est la perte du pouvoir de contrôler ses consommations ou ses pratiques. C'est le moment où on fait quelque chose non plus par plaisir, mais par besoin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire, alors même qu'on commence à repérer que ce comportement a des conséquences négatives sur soi. Dans ce qui est particulier à l'addiction et que l'on a découvert au cours des dernières années, il y a un phénomène qui est le phénomène qu'on appelle le phénomène du craving, c'est-à-dire c'est l'envie irrépressible de consommer contre sa volonté ce qu'on ne voudrait pas consommer à ce moment-là. Et cette expérience du craving, elle est très douloureuse pour les personnes. C'est un phénomène progressif, continu, ce qui explique en partie le fait que beaucoup ne se rendent pas compte en fait, qu'ils sont en train de franchir une étape, parce que cela se fait de manière insidieuse. Notre boulot sera de repérer ce niveau d'usage, effectivement de préciser les choses, mais d'essayer de repérer surtout quels sont les facteurs de vulnérabilité. Et c'est là où l'on voit en fait que parmi les personnes qui expérimentent, un certain nombre d'entre elles ont des fragilités ou des difficultés de vie, en fait toutes sortes de paramètres, aussi bien psychologiques que sociaux, parfois psychopathologiques aussi, qui font que ces jeunes-là sont beaucoup plus à risque d'évoluer vers des complications et peut-être y compris vers une addiction. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. Une analyse de stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messagers chimiques, les neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'aire tegmentale ventrale, il y a 2 voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1, qui favorise la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a des informations. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple « Ok, je sais mais je n'ai pas faim », la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim. La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo ou au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention.
La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Tu nous as dit que pour sortir de ces addictions, tu es entré dans une maison, donc dans la maison où travaille, non pas en bas, à l'association Saint-Jean-Espérance. Donc est-ce que mon père, vous pouvez vous présenter déjà Donc, je m'appelle frère Jean Siméon, je suis frère de la communauté Saint-Jean. Je suis rentré à 20 ans chez les frères en 2001. Un petit peu de maths. Donc j'ai 38 ans, bravo. Et depuis 10 ans, je suis dans cette association, Saint-Jean-Espérance. Initialement, j'y étais envoyé pour 1 an. Ça a duré 10 ans. Je devais retourner en Corée du Sud où j'avais fait mon stage comme frère. Et en fait, au bout d'1 an de vie avec les frères et avec les garçons qu'on accueille, ça m'a non seulement sidéré, je me suis dit mais c'est incroyable ce truc-là, et puis surtout c'est venu chercher en moi ce qui avait aussi besoin d'être travaillé. Je me suis rendu compte que c'était le premier apostolat que je faisais, où c'est pas simplement un frère qui apporte des trucs aux autres, mais ça venait chercher un peu, mais et moi, quel type d'homme je suis. Donc très vite j'ai dit à mes autorités, peut-être que je vais y rester un peu plus. Donc j'ai dit encore 1 an, puis encore 1 an, et au bout de 4 ans, mes autorités, très patientes, quand même 4 ans, ont dit donc là tu vas retourner en Corée ou tu es prêt à rester longtemps. Donc je suis allé prier en fait. Je suis allé à la chapelle, je leur avais demandé combien de temps j'avais pour réfléchir, ils m'ont dit 1 heure. Ils étaient en train de dispatcher les frères dans la congrégation, donc on est 550, ils ne peuvent pas jouer très longtemps dans ce jeu-là. Et après 1 heure, je suis revenu, j'ai appelé, j'ai dit en fait, j'ai aimé mes 2 années en Corée du Sud, c'était incroyable. Culturellement, moi j'aime les langues, ça me passionne rencontrer les gens et tout ça. Là, à Saint-Jean-Espérance, il y a un côté très caché, mais en fait, j'aime l'homme que je deviens en restant là auprès de ces gars, parce qu'il y a quelque chose de très vrai, très immédiat, on va en reparler. Et donc j'y suis resté, j'étais ordonné prêtre il y a 3 ans, donc j'ai un sacerdoce qui est pas comme le prêtre en paroisse, j'ai peu de ministère à l'extérieur de la communauté, je suis beaucoup avec les gars, d'accompagnement, et puis des jeunes comme Tristan qui ont déjà fait 1 an et demi en maison mère, donc comme je suis où il y a appel voisin, et ensuite une deuxième étape, eux ils sont là, voilà, ils sont entre eux, il n'y a plus de frères avec eux, pour prendre en main leur parcours. Ça c'est pour me présenter. Donc parfait, donc maintenant nous allons regarder une vidéo qui va présenter donc l'association entière. Bon, Les toxicomanes, en France aujourd'hui, ils sont soit mis de côté, soit ils sont dans des centres de sevrage ou en psychiatrie. C'est pour ça que depuis 30 ans, l'association Saint-Jean-Espérance, nous leur tendons la main. La dernière fois, on était parti sur la peur, je suis revenu sur la colère. Dans cette maison, nous accueillons des jeunes hommes entre 18 et 35 ans, toxicomanes ou ayant des addictions. Ce que je voulais réaborder avec vous, c'est en quoi les produits qu'on prend, ils viennent amplifier ce problème-là. Tous les matins, on leur donne un cours d'une demi-heure. C'est pas un cours de caté. Mon but, c'est pas de faire d'eux des bons petits cathos qui répondront oui, chef et compagnie. Le but, c'est d'aller réveiller leur intelligence. Le produit,
il sert à quoi? Il sert à gérer la frustration, en partie. Comment vous pourriez décrire les quelques effets assez immédiats de la chose? L'exacerbation sensorielle. Alors, petit... C'est le visuel et l'auditif qui... T'as l'impression que ça augmente. C'est fois... Fois 10. Mais il y aura des effets carrément néfastes. Sinon, vous seriez pas là et moi non plus. Édouard est arrivé ici donc, il y a 9 mois. Il était très abîmé. Suite à ses consommations, il avait un staphylocoque, donc il avait le visage pas très beau, était triste, très endormi. Et comme équipe, ben, on s'est tout de suite dit, oh là là, va-t-il tenir? Allez, mesdames. Chaque jeune dans la maison est mis sur un des chantiers de la maison, la cuisine, la ferme, le potager. Le but premier, c'est de les responsabiliser, devenir maître un peu de l'activité dans une coopération. Une coopération avec les frères et une coopération entre jeunes. C'est bon. Elles ont pondu ou quoi? Rien. J'ai toujours été attiré par les drogues. Depuis mon entrée à l'adolescence, j'ai lu beaucoup de livres dessus. Donc vers 14-15 ans, j'ai commencé le cannabis. J'ai quasiment tout testé. Kétamine, LSD, héroïne, opium. Alors, ce que je recherchais, c'est les différentes sensations à travers toutes les drogues qui peuvent exister, quoi. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Strongest taste, loudest drop. Les jeunes qui viennent ici sont brisés. La parole que j'entends le plus souvent, c'est ma dernière chance. Certains viennent, ils ont 18 ans, d'autres à 35 ans. Quand on entend ça, c'est ma dernière chance. Moi, ça me saisit à chaque fois aux entrailles. Mon premier jour où je suis venu ici, j'étais content. Je dirais que j'ai éteint mon dernier joint presque devant la maison. J'avais même pris un petit peu d'héroïne vers midi. Mais soulagé. Soulagé de se dire enfin je vais changer de vie, quoi. Se reconnecter avec la nature, que ce soit au toucher, au visuel. Ça nous aide à sortir de notre tête, sortir de l'imaginaire. Donc en général c'est plutôt une bonne chose. Enfin, tendance à m'émerveiller un peu sur la beauté de la nature, on va dire. Instaurer un climat de confiance personnel et communautaire, ça pour moi c'est clairement le premier enjeu. Saint-Jean-Espérance propose un cadre de vie familial. Bon, c'est sûr, quand on est à 15 à table, ça fait une grosse famille, je suis d'accord, mais ça fait un lieu de vie. Et ça, pour eux, c'est primordial. T'as des nouvelles de ta famille? Ouais. Ouais. Mon père. Ton père? Tu veux savoir si j'avance? Et alors? Alors, je vais l'écrire. Non. C'est des vraies amitiés qu'on construit, tant avec les frères qu'avec les jeunes. Je pense que quand je partirai, je garderai toujours contact avec la plupart des frères. Ouais, c'était pas mal ton cours. Ah oui, c'est pas mal. Bon, t'aurais pu faire mieux, mais... Merci. Merci, maître. Ça fait 7 ans que je suis là. Je pense qu'en 7 ans, j'ai carrément grandi avec eux. Je suis très différent de quand je suis arrivé à Saint-Jean-Espérance. Donc comment je me sens avec eux? Heureux. Et puis, quand je vois certains qui évoluent, c'est génial. Ça, c'est libérant. Ouais. Ça m'arrive de penser un peu à la drogue, mais ça devient de plus en plus clair dans le sens où je me dis qu'il faut... Enfin, c'est vraiment fini, quoi. Je commence à arriver à me projeter dans l'avenir. Je me sens
beaucoup mieux et beaucoup plus heureux qu'avant. Clairement, ouais, c'est le jour et la nuit, quoi. Dites dans le documentaire, dans la présentation, que quand Edouard est arrivé, il était un peu détruit. Donc la question suivante va peut-être être un peu violente, mais dans quel état les personnes arrivent lorsqu'elles vous contactent? Ça va dépendre des addictions. Ceux qui sont passés par l'héroïne en arrivant sont des cadavres, mais au sens strict du terme. Les garçons qui arrivent, qui ont pris des produits comme l'héroïne, ils arrivent cadavériques, blancs, tristes, le regard éteint. Mais tu l'as dit Tristan tout à l'heure, tu as pris d'autres produits et pourtant tu as décrit la même chose, une sorte de mort cérébrale, mort émotionnelle. Certains ils arrivent gonflés à bloc, au sens propre et au sens figuré. Ils ont pris du produit il n'y a pas longtemps et ils nous expliquent que le monde ça va bien aller, qu'ils vont tout changer, qu'ils sont là au taquet. Tu as envie de dire oui, on va attendre 48 heures que le produit fasse plus effet et on verra, on en reparle. Certains vont arriver... il y en a qui, c'est assez humain, hein. Moi j'ai pas de problème. Je suis là, mais j'ai pas de problème. Parce que c'est les autres qui ont des problèmes. Donc généralement c'est plutôt des tempéraments assez colériques. Ça va monter assez vite, c'est les autres qui ont un problème. Oui, c'est comme la blague du mec qui est tout seul sur l'autoroute, je sais pas si vous la connaissez. Le mec qui est sur l'autoroute, il est inquiet, il allume la radio, il dit c'est pas possible, il y a un problème aujourd'hui. Et là il a entendu attention, il y a un fou qui roule à sens inverse. Il dit mais non, il y en a des milliers quoi. Donc ça c'est le déni. C'est pas moi, c'est les autres. Il est du mauvais côté de la route, pour ceux qui n'ont pas compris. C'était pour voir si la digestion ne faisait pas effet. Ça peut arriver. Donc ils arrivent dans des états différents. Mais il y a ceux qui arrivent pour faire plaisir. Alors le plus court accueil qu'on ait eu, c'était cette année, ça a été 13 minutes d'accueil. Il n'est pas descendu de la voiture. Il est reparti. Voilà, donc il était venu pour faire plaisir à, et puis devant la maison, elle a beau être jolie, tout d'un coup il s'est dit non. La personne qui par contre avait fait 6 heures de voiture était moins... Vous pouvez pas faire quelque chose? Je dis oui, je me vois bien ouvrir la truc, la porte, l'attraper. Non. Donc ils arrivent, mais l'état intérieur, comment? Alors je vais rien vous apprendre, ils s'aiment pas. Déjà, on va pas faire un sondage dans la salle. Qui s'aime? Non, mais eux, ils s'aiment encore pas parce qu'encore moins, ils ont de la culpabilité, ils ont de la colère, ils ont de l'incompréhension. Et puis surtout, ils savent plus. Y a-t-il des critères pour entrer dans votre circuit? Oui, on va faire une petite séance de publicité. Tu es un homme, tu es entre 18 et 35 ans, tu peux venir chez les frères. Tu es une femme, tu es entre 18 et 35 ans, tu peux aller chez les sœurs. Les critères, c'est avoir touché le fond. C'est le critère. Et les narcotiques anonymes, ils disent on n'a pas tous le même fond. Je ne sais pas comment c'est dans votre famille. Moi, ma mère voulait donner ça, 2 verres de vin. C'est la fête. Les Vikings, vous leur donnez 12 litres. Encore une. Donc on n'a pas la même résistance aux produits. Le critère, c'est comment moi j'ai perdu pied. Et on perd pas pied tous de la même manière. Donc c'est vraiment avoir touché le fond. Une rupture à la rue, ça va être assez différent. Deuxième critère, c'est vouloir s'en sortir en acceptant de l'aide. Très compliqué ce truc-là, spécialement chez les hommes. On est très fort pour dire « je vais y arriver tout seul ». La traduction, c'est « t'inquiète, je gère ». Oui, tu gères vachement. Ouais. Puis le mec, l'alcoolique, qui te dit « t'inquiète, je gère ». Oui, c'est le verre qui gère, a priori. Donc, il faut accepter que je vais avoir besoin d'eux. Donc, ça, c'est les critères. Après, comme ils viennent dans un lieu où c'est des frères qui accueillent, et on leur demande d'être prêts à se taper un peu de religieux. Parce que quand même, il va y avoir des temps de prière, on ne leur demande pas de se convertir, comme je disais dans le... C'est amusant de se réentendre et de se voir, ça change. Je regarde pas ça tous les matins pour me dire « waouh, je parlais bien hein. ». Non, donc c'est quand même, ils viennent, donc il y a un contrat qui est passé entre eux.
Donc vous avez dit que quand les jeunes arrivent, ils ont touché le fond. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ces personnes ont en commun? Oui. Dans les critères. Alors le critère que je vais donner, c'est attention, si vous vous retrouvez dans ce scénario-là, ça ne veut pas dire que l'addiction vous guette. Mais le critère qu'on voit commun à tous les jeunes, c'est une mère fusionnelle et un père absent. Je vais expliquer juste ça. Donc si vous avez une maman fusionnelle et un père absent, c'est pas pour autant que vous êtes toxicodépendant. Mais souvent les toxicodépendants, ils ont. Une mère fusionnelle, c'est une mère enfermante qui veut souvent bien faire avec les clés qu'elle a en main. Dans le cas de Tristan, par exemple, une mère qui ne sait pas dire à son fils « Non, tu dégages de chez moi, là. Tu te prends en main. » Pourtant, on a bien entendu, il n'y avait pas la fusion affective, hein, puisque 6 mois sans se parler, a priori, c'est tout sauf de la fusion affective. Mais c'est pas une maman pour autant qui va marquer, donner un peu l'exigence. Et un père absent, ça peut être un père mort, ça peut être un père qui est parti pour faire sa vie ailleurs, mais ça peut être aussi un père, ça vient très souvent, qui est à fond dans son boulot. Il est tellement à fond dans son boulot qu'il part très tôt le matin, il revient tard le soir, quand il revient tard le soir, il se met les pieds sous la table, il n'a pas le temps de passer avec les enfants, un peu avec sa femme, et encore on ne sait pas, enfin, c'est l'enfant. Et surtout quand je dis ça, c'est la manière dont le jeune le perçoit. Il perçoit une mère très ou trop proche, et il perçoit un père absent. Ça ne veut pas dire que, quand je dis ça, je ne condamne pas les papas, et je ne condamne pas les mamans. Ils ont fait... dernier point, dernier critère, c'est que la drogue, avant de devenir un problème, c'était une solution. C'était une réponse à un problème. Pas de bol, ça en a généré beaucoup d'autres. Est-ce que vous observez des attentes différentes de la part des jeunes, ou c'est globalement la même chose? Non, c'est une bonne question. Toutes les bonnes choses, c'est pas de question. Ouais, il faut motiver un peu. Des attentes, oui, il y a des attentes différentes. L'attente principale des jeunes venant chez nous peut se projeter dans le temps. Puisqu'on l'a vu dans les vidéos, le système de la récompense, c'est pour tout de suite maintenant. Donc se projeter dans le temps sur 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, plus tu éloignes, plus c'est impossible. Donc l'attente, c'est dès que ça ira mieux, je me casse. Clairement. Et il va falloir plusieurs étapes pour qu'ils se rendent compte qu'il faudra rester et pourquoi. Mais la plupart, ils viennent en disant, même s'ils me disent au téléphone, je te jure mon frère, moi dans 6 mois, je suis toujours là. T'es sûr que 3 semaines après, le mec il a déjà son sac sur le dos en disant c'est bon, je me casse. Son attente, c'est quoi? Aller mieux. Deuxième attente, faire plaisir à papa et maman. Parce que quand papa et maman vont plus être déçus de moi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me réaccueillir à la maison, ils vont me repayer, et c'est reparti comme en 40. Donc c'est faire plaisir. Après, il y a les attentes profondes. Et Tristan l'a bien dit tout à l'heure, il faut que je m'en sorte. Et là, ça va se manifester très autrement. Chez un garçon de 18 ans, 18 ou 20 ans, il y a plus une envie de, tu vois, c'est comme le Titanic, mais longtemps avant l'impact avec l'iceberg, il voit l'iceberg au loin, il se dit, il a rencontré peut-être un tox de 30 ans ou de 50 ans, il se dit, non, je veux pas aller là. Par contre, quelqu'un qui a 30 ans, qui a déjà 15 ou 20 années de toxique, c'est vraiment dire, je veux pas mourir comme ça. Mais c'est pas les mêmes attentes. Peux-tu compléter par ton expérience? On est bien au niveau des attentes. Hein. Okay. Moi, je voulais changer de vie. Dès le moment en fait où cet ami m'a appelé pour me dire ma petite fille elle est née, et que ça m'a mis en face de ce que je faisais et de ce que je voulais, qui était diamétralement opposé. Je voulais changer de vie et je me foutais de la manière, je me foutais de... Enfin, c'est pas que je m'en foutais, non, c'est pas ça, c'est par moi-même je pouvais rien faire. Ça je le savais, c'était clair et net.
La seule attente que j'avais, moi, c'était de changer de vie, peu importe la manière. Faut savoir que je suis arrivé complètement agnostique à l'association. J'ai pas parlé de la foi une seule fois dans mon témoignage, genre, je viens de me percuter. Donc voilà, moi, la grosse attente, c'était changer de vie. Et après, j'ai eu des attentes qui ont été liées au parcours, c'est-à-dire... je prends typiquement cette question que frère Silouane m'a posée à 10 mois de parcours. Mais dis-moi Tristan, t'as déjà fait le deuil de ton père? Moi je le regarde comme ça, je dis mais attends, ça fait 18 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Ah ouais, je le fais. Ah t'es sûr? On va en parler. Puis là, une petite attente qui s'est créée de me dire bah qu'est-ce qu'il me raconte quoi? Et puis j'ai fait une certaine thérapie avec une certaine personne et je me suis rendu compte que pas du tout, parce que dans cette thérapie je me suis retrouvé comme un gamin de 10 ans en face de la mort de son père et j'ai littéralement craqué, mais comme jamais j'ai craqué de ma vie, et émotionnellement ça a été tellement fort. Enfin, j'ai jamais eu une émotion aussi forte de toute ma vie en fait. Je peux pas trop le décrire, c'est compliqué. J'aimerais bien. Merci, c'est déjà énorme. Pardon. Qu'est-ce que vous proposez comme objectif et comme moyen aux jeunes pour qu'ils s'en sortent? Donc le toxicomane, donc notre association elle est née d'abord pour les toxicomanes, pour aider les toxicomanes. Et puis après ça c'est un peu, on a étendu un peu. Le toxicomane, on l'a entendu, il y a la notion de consommer quelque chose de pas bon, ça c'est super, mais il y a le moment où je consomme seul. Et au fond, initialement, vous regardez les propositions autant pour la cigarette que pour le cannabis, que pour l'alcool festif, c'est quoi? C'est faire la fête, c'est être ensemble. Mais vous écoutez un teufeur, vous parlez de la teuf, il cherche quoi sous LSD? À être en communion avec les autres. Donc la drogue, à la base, il y a quelque chose une sorte d'envie d'aller vivre quelque chose avec l'autre et partager. Et ça, c'est profondément en chacun de nous. Pourtant, après des années de consommation, ou des mois de consommation, ou des semaines de consommation, là ça va dépendre de soi, de nos fragilités, autant que de la force des produits. Petit à petit, la consommation, elle devient individuelle, individualiste. Initialement, c'est pour partager, pour vivre, et au bout d'un moment, c'est moi, mon produit, ma défonce, parce que derrière, c'est aussi moi, mes problèmes, ma tristesse, ma colère, et puis donc on se replie sur soi, ou quand il y a le produit qui se met entre nous, au fond, tu vas devenir soit un moyen pour que j'ai du produit, soit un obstacle qui m'empêche d'en avoir. Alors qu'initialement, c'était censé nous rapprocher et vivre des trucs ensemble. Et donc, cette dépendance qui était censée m'ouvrir, me permettre d'aller vers la cigarette, l'alcool qui désinhibe, le cannabis et tout ça, finalement, c'est moi. Et puis on l'a vu dans la petite vidéo, je suis avec toi, mais en fait, je pense à tout à l'heure quand je vais me défoncer, où je suis en train de me dire, merde, j'ai plus assez de thunes pour m'en acheter, donc je suis pas vraiment avec toi. Et donc l'addiction, elle va mettre en moi plein de mécanismes pour finalement ne plus être avec l'autre. Donc la première chose, on va vivre ensemble. Et on va vivre ensemble beaucoup, voire beaucoup trop. C'est... Je peux dire des gros mots ou pas? Un peu. C'est chiant. Bon, voilà. Vivre en communauté, c'est chiant. Voilà. Soyons très clairs. Vous demandez aux sœurs. C'est pas que toujours fun. Faut pas croire. On aime Jésus et tout ça, mais c'est chiant. Ouais, je l'ai répété déjà 3 fois. Bon, l'idée est passée donc. Je me venge pas du tout. Parce que eux qui étaient dans cette vie centrée sur eux, égocentrique, on appelle ça le TPMG. C'est pas de nous, c'est du Père Jean-Marie Petitclerc. Tout pour ma gueule. C'est bien ça. TPMG, tout pour ma gueule. Toxico, tout pour ma gueule. Même quand ils partagent, au fond, c'est tout pour ma gueule. Et donc, passer de ça à une vie communautaire, où de 6h30 le matin à 22h, on est quasiment tout le temps ensemble. C'est sympa 15 jours. Moins un mois.
au bout de 2 ans et demi, je pourrais vous dire, eh ben c'est embêtant, mais c'est une première solution. Et c'est une vie surtout, j'ai bien aimé ce que le pape François disait au début de son pontificat, enfin, j'aime toujours ce qu'il dit d'ailleurs, c'est pas, je ne dis pas avant et maintenant c'est... En famille, qu'est-ce qui fait que nos familles ne tiennent pas? Parce qu'il manque 3 trucs débiles, mais fondamentaux. Bon, lui, il n'a pas dit ça, moi je reformule. C'est pas le pape François. Donc, bonjour, merci, pardon. Le matin, on se dit bonjour. On passe pas l'un à côté de l'autre en mode café, 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 café. Ah, un obstacle. Non, c'est quelqu'un. Non, on se dit bonjour. Tristan, comment on se dit bonjour, nous, le matin, Saint-Jean-Espérance? Il faut bien calculer, parce qu'imaginez, 6h30, hein, 6h30, le réveil est à 6h23. Et non pas. Choc. Je peux vous assurer qu'il y en a qui font mal. Ouais, il y a des boss du matin qui laissent des cabosses. Donc on se dit bonjour. Alors c'est sûr que ça change du wesh gros, tranquille, bien ou bien, c'est sûr. Mais c'est un type de bonjour. C'est le bonjour qui est hérité de la vie des frères. Donc on leur a transmis notre bonjour à nous. On aurait pu dire bonjour. On pourrait faire comme à Paris, 4 bises. Bon, non, bah nous on se met un salut, tu vas bien. Non, donc on se dit bonjour. On se dit bonjour. Deuxième truc très bizarre, et croyez-moi, ça semble tout bête ce mot. Mais merci, ça arrache la bouche. Mais moi, il y a des garçons, ils m'ont dit merci pour la première fois qu'au bout de 12 mois. Il y en a un que tu connais, fait des trucs avec lui, des trucs pour lui. Comme moi, je suis le responsable de maison, donc j'ai la figure d'autorité, donc je suis en plus le mec qui fait peur. Bon, en plus, je fais 12 mètres, enfin, je fais 1m94, mais ça doit l'impressionner. Il avait un père violent, je devais rappeler plein de trucs. Et puis, avec lui, j'ai su que son club de foot, c'était les Nantes. Et je trouve des places pour aller voir un match de Nantes. Et on va le voir. Et il retourne dans la voiture, on s'arrête à un moment donné, et puis il me dit merci. Alors moi, je vous jure, je pleure facilement, mais là, hein? Et le mot que tu as dit, là, je suis pas habitué, merci. Voilà, là, c'est retrouvé. Pardon, j'avais eu sur Facebook, il y a quelques années, une petite... vous savez, les 5 mots les plus durs à prononcer. Le premier, c'était acide désoxyribonucléique. Et vous avez vu, hein, je me suis... je sais plus quels étaient les 3 autres, et le dernier, c'était pardon. Ouais, parce que pardon, ça voudrait dire reconnaître que je t'ai fait du mal. Autant que tu m'as demandé pardon et je te le pardonne. Et ces 3 trucs-là, c'est l'essentiel de notre vie commune. Mais il y a des pardons, on ne va pas forcer un jeune à pardonner. C'est apprendre à parler. Vie commune. Du coup, on apprend à parler. Un mec, il y en a quelques-uns dans la salle, hein, les grands trucs, quand une fille te demande « Ça va comment, toi ?» Ça va. On peut passer aux autres questions ? Ça va comment ? De manière générale, pour un mec, répondre à cette question, vous ne pouvez pas savoir, c'est une usine à gaz à l'intérieur de dire « Ça va bien ? Non, bien, ça suffit pas. » Et parce que tu demandes ça à une demoiselle, la réponse est plus conséquente. Et là, le garçon, il se dit « Waouh, toutes ces réponses. Waouh. » Donc, de manière générale, pour nous les hommes, parler de nos émotions, c'est compliqué. C'est un fait. Pour un toxicomane, ça frôle l'impossibilité totale, puisqu'il n'a plus accès à ses émotions. Donc, on va travailler sur la communication non violente, on va apprendre à verbaliser les choses. Par exemple, il y avait un gars, c'était génial. Quand quelque chose l'énervait, je vais éloigner le micro parce que ça va faire du bruit, il me dit « Arrête !» Ça monte. Je dis « Mais non, ça monte, c'est ta colère. Mais je ne vais pas arrêter parce que ça monte. » Il dit « Mais ça a toujours marché. » Ouais, c'est con, mais là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Les autres ne vont pas arrêter à chaque fois que tu es en colère. C'est toi qui vas aller confronter ta colère, va péter des bûches, je sais pas, va courir. Et après, quand toi, tu n'auras plus ta colère, tu viens et on continue, parce qu'on ne va pas s'arrêter. Parler. Le travail manuel, aider un peu d'être présent. Un garçon, un jour, il avait pris tellement de LSD. Le pauvre, je ne sais pas si aujourd'hui, il n'est pas resté longtemps chez nous, mais
si son esprit s'est recollé avec son corps. Hein. Il est arrivé, ça m'a fait mal au cœur. Il me dit, est-ce qu'on peut prendre un temps de partage? Pas de problème, on s'assied. Et là, il me regarde, il me dit, parce que tu vois... Et là, il se tait pendant 3 minutes. Moi, je regardais ma montre en mode, qu'est-ce qu'on fait? Et au bout de 3 minutes, il me dit, ah, ça m'a fait du bien de parler avec toi. Bah, écoute, tant mieux. J'espère que je t'ai pas dit de choses trop embêtantes. Et le lendemain, il est venu me voir, le garçon qui l'accueillait, qui le suivait, lui dit, Jean-Simon, moi, je sais pas quoi faire. Donc le gars vient me voir, il me dit, je peux pas toucher la terre, elle est sacrée. Pas de problème. Donc en fait, tu sais ce que tu vas aller faire, tu vas aller justement te mettre tes mains dans la terre, puis au bout d'un moment, ton esprit et ton corps, ça va se recoller. C'est-à-dire le travail manuel, je prends cet exemple-là. Mais en fait, dans le réel, je vais apprendre. Et puis, donc, vie commune, intense, chargée, avec la parole au milieu, l'écoute, le travail manuel, et puis surtout, la dimension spirituelle. Alors attention, la quête spirituelle, pour moi, ça commence avec Astérix. Enfin, ou Tintin, vous choisissez. Le voyage. La plupart ne lisaient plus, du tout. Ils lisaient vite fait les pages sur Internet, mais ils étaient tellement enfoncés que... défoncés, pardon. Lire. Puis lire des romans. Puis lire des livres de témoignages. Puis lire de la littérature. Puis prendre du silence... Apprendre à réfléchir par soi-même, prier. La quête spirituelle. Et la rencontre peut-être avec Dieu. Et ça, pour nous, c'est ça, les 3 solutions. Et tout ça, ça se fait dans le temps. Justement, parlant de temps, ça prend en moyenne combien de temps pour sortir d'une ou de plusieurs addictions? Alors, soyons très clairs, en dehors de Saint-Jean-Espérance, il y a plein d'autres manières. Nous ne sommes pas la manière, c'est nous, que nous, on a trouvé la solution. Ouais, nous. Parce que nous, on est super mal. Non. On propose, nous, quelque chose qui est dans l'ordre de ce que... un prolongement de la vie des frères, avec des laïcs et des thérapeutes et tout ça. Et on propose, nous, quelque chose dans le temps, parce que ce qu'on propose, c'est de ne pas changer les comportements, mais de changer le système, en fait. On change la carte mère, on change le logiciel, on change tout, quoi. D'accord? Donc ça, on le fait dans le temps. Mais d'autres associations, d'autres thérapies, vont proposer des choses qui se font dans des temps plus courts. Donc nous, on a pris cette option du temps comme le Cénacle, le Cenacolo, qui est à Lourdes, parce que on part du principe que si tu as passé 5, 10 ou 15 ans dans la toxicomanie, tu mets ça dans la balance, si en face tu mets 4 mois, courage pour faire un levier, il faut du temps. Les addictologues disent qu'il faut autant de temps en dehors du produit que de temps passé dans le produit et de temps consécutif pour parler de rémission. Aïe. Alors on ne va pas proposer un parcours de 15 ans, parce qu'alors là je crois qu'on ne va jamais y arriver, mais on propose en tout, Saint-Jean-Espérance au plus c'est 3 ans, en 2 fois 1 an et demi. Par contre, le garçon veut partir, il part. Ou ça arrive aussi de temps en temps, on les met à la porte. Oui, parce que il y a 2 règles pour lesquelles il y a exclusion immédiate. La reconsommation, alcool, cannabis, peu importe, en sens, c'est pas arrivé, heureusement. Sinon, la bagarre. Il est interdiction totale de se frapper sur la maison. Depuis, moi, ça fait 10 ans que je suis au Ménil, une bagarre. Pourtant, on a accueilli des gars. Plusieurs fois, je me disais, si eux se battent, je sais même pas comment je peux les arrêter. Je fais, bon, lui, il a fait du kickboxing, tu sais. De papa. Une bagarre. Et ils le savent. Ils le font pas. Ils savent que c'est arrivé, on a mis les jeunes dehors. Voilà. Très bien. Et comment vous préparez leur sortie, leur projet? Oui. Alors du coup, après, je vais repasser la parole à Tristan, parce que lui, il est justement sur cette partie de la structure. La maison mère où je suis, on essaie de travailler tout un tas de choses. Et puis la maison annexe, on démoule le gâteau. Et on voit si ça tient ou pas. Mais ils ont encore tout un tas de règles.
Ils vivent entre eux, ils ont des trucs à vivre. Il y a depuis peu une assistante sociale libérale qui va travailler avec eux, monter des projets. Les maisons annexes, ça existe depuis une dizaine d'années. Ça a déjà changé dans la formule, on continue à chercher, on est en laboratoire perpétuel. Mais le but, c'est que si les gars veulent monter des projets, on va quand même juste donner nous quelques indications. Ne retourne pas dans ta région d'origine, tu connais tous les lieux de défonce, tu as déjà encore tous les contacts. C'est autant te mettre dans la gueule du loup en disant « tu peux me croquer, j'ai confiance ». Ça serait con. Donc pas la région d'origine. Si possible, pas le métier d'origine pour ceux qui avaient un métier. Parce qu'en fait, les habitudes de travail et les habitudes de vie sont les mêmes. C'est-à-dire, j'étais à l'usine, je sors de l'usine, je vais au bar. Je connais un des gars qu'on a actuellement chez nous. Il dit, ah, moi c'était génial, hein, j'arrivais au bar, le patron il me servait directement, j'avais même pas besoin de parler. C'était super. Donc de ne pas retourner sur ce type d'habitude-là. Et si possible, autre orientation qu'on leur conseille, c'est mettez-vous dans un lieu où il y a d'autres anciens pas loin. Parce qu'en cas de problème, vous serez tenté de nouveau. Et ben c'est quand même beaucoup plus facile de dire ça à quelqu'un qui connaît qu'à un autre qui dit tu sais, je suis un peu tenté, il dit ouais, c'est pas grave, je t'en mets une. Ouais, ça c'est bien ça, merci. Bah, du coup, vas-y, témoigne. Du coup, la maison annexe, pour en parler un petit peu, après avoir passé 1 an et demi en maison mère avec les frères, on passe en moyenne 1 an et demi en maison annexe. Ça dépend du gars, ça dépend de ce qu'il met en place, ça dépend de comment il est, de ce qu'il fait. Je vais vous raconter un peu comment j'ai vécu ma maison annexe. Pendant 9 mois, j'étais en résistance totale et je n'avais absolument pas confiance dans les personnes qui m'encadraient en maison annexe. Les frères, d'une part, j'avais pas confiance, et d'autre part, je savais faire pour moi, pour monter mon projet, parce que j'avais déjà monté des projets. Et j'ai été en état de nerfs permanent et croissant pendant 9 mois. C'était génial. Pas du tout. Non, c'était vraiment une grosse crise pour moi, que j'ai appris à gérer sans produit. Je ne l'ai pas géré du tout d'ailleurs, parce que je suis allé jusqu'au pétage de plomb. Et depuis 3 mois, j'apprends à faire confiance en maison annexe. Et ça change radicalement la donne pour moi. C'est-à-dire que, alors, mon projet professionnel, il est très clair. Moi, j'ai fait une licence d'éco, j'ai bossé 8 ans en restauration. Je ne retourne ni dans l'un ni dans l'autre, c'est mort. Par conviction personnelle et par sécurité. Donc du coup, je commence une formation d'infirmier. La question de la date se pose pour moi en ce moment. Pour ça, je peux faire des stages. Pour ça, je suis accompagné par l'assistante sociale. Je peux rencontrer des professionnels, des amis d'associations qui sont infirmiers. En maison annexe, on récupère l'autonomie au niveau de ses finances, au niveau des papiers administratifs, au niveau de ses contacts familiaux aussi, etc. Ce qui m'a permis, moi, de revoir ma mère après un long moment où je ne l'avais pas vue, d'aller refaire la tombe de mon père aussi. C'est une démarche que j'ai faite là il y a 2 semaines. Et pour tout ça, en fait, j'ai aussi décidé de rester encadré, en fait. Il y a un responsable dans notre maison qui s'appelle Mathieu Monceau, alors qu'il ne vit pas avec nous, hein, qui est un ancien, en fait, qui a fait son parcours il y a 10 ans, et qui vient nous rendre visite 1 fois par semaine. Et c'est quelqu'un en qui je place toute ma confiance et à qui je partage tout ce que je fais en ce moment, et qui me donne son point de vue. Je peux le prendre en compte ou pas. Je ne l'ai pas pris en compte pendant 9 mois, on est bien. Voilà, grosso modo, et puis j'ai eu mon permis il y a 2 mois, c'était cool. Et puis voilà, grosso modo. Merci. Donc, est-ce que tu peux aussi nous parler donc, de la place que Jésus...
La place que Jésus a dans ta vie. Voilà. Il n'en a eu aucune jusqu'à mon arrivée à Saint-Jean-Espérance. C'est vrai que j'avais pas terminé tout à fait mon idée tout à l'heure, c'est que je me foutais d'où aller tant que je pouvais changer de vie, et je suis allé dans un endroit où il y a des religieux qui prient. Ça aurait pu me barber, en fait même pas, parce que je voulais vraiment changer de vie, ça c'était plus fort que tout, donc la prière était là, bon, ok, on participe. Et en fait, au bout d'un moment, il y a deux choses. La première, c'est que je suis plutôt scientifique de la nature, et je lis un jour un livre qui s'appelle « Le visage de Dieu des frères Bogdanov ». On parle des frères Bogdanov, hein. Et c'est super étrange parce que, avec un peu, j'avais 10, 11 mois de maison, et avec un peu le nouvel esprit que j'avais tout doucement, et une conscience qui s'éveille tout doucement, je me dis, mais merde, comment c'est possible que l'univers dans lequel on est, la Terre, l'univers, le bois, peu importe, comment ça se fait que tout soit autant en équilibre et aussi parfaitement en équilibre? C'est pas possible que ça soit le fruit du hasard, c'est pas possible. Ça, c'est ma première réflexion en me disant, Dieu existe. Et en relisant ma vie, petit à petit avec l'association, c'est un des gros travaux qu'on fait, c'est de relire notre passé, petit à petit. Je me suis rendu compte d'une chose, je me suis rendu compte que, merde, non seulement c'est sûr qu'il existe, mais en plus, c'est sûr qu'il a été à côté de moi, mais depuis le début. Ça, je peux le poser aujourd'hui en tant qu'affirmation claire et nette. Pour moi, il a été à côté de moi depuis le début, et je l'ai juste jamais vu. Pendant très longtemps. Et ça m'a amené, au bout d'un an de parcours, à m'interroger, à me dire, ok, je vais faire une catéchèse avec frère qui n'est pas frère de Saint-Jean-Espérance d'ailleurs. Et ok, je veux bien poser mon esprit sur cette thématique et voir ce qu'il en ressort. Et puis il en est ressorti très très vite en fait que je suis convaincu que Jésus m'a accompagné du début à la fin, dans tous mes choix, dans tout ce que j'ai fait, pour le meilleur et dans le pire, c'est clair. Mais qu'il a toujours été là, et ça, je peux le dire grâce à deux personnes. C'est cette amie qui m'a amené à Saint-Jean-Espérance, qui elle a toujours eu la foi. Et j'ai toujours dit une chose dans notre amitié, c'est que sa foi est un des fondements de notre amitié. J'ai jamais su pourquoi. J'ai toujours dit ça, mais j'ai jamais su pourquoi. C'est très étrange. Et l'autre exemple, c'est l'exemple des frères qui c'est quand même complètement dément ce qu'ils font en fait. Enfin, c'est pas pour te brosser, hein, c'est d'ailleurs la première fois que je dis ça devant un frère. Voilà, ils sont religieux, ils peuvent quand même avoir une petite influence sur leur prieuré, même s'ils n'existent pas. Et H24, ils sont là pour nous. On peut envoyer un caillou sur la fenêtre d'un frère à 2h du matin, il va répondre. Non mais c'est vrai. Et c'est là où je me dis, mais comment ils font pour faire ça quoi? Bon, maintenant je sais plus ou moins, je pratique du coup plus ou moins. Un petit exemple, deux petits exemples que j'ai cités tout à l'heure, j'enseignais en voiture. Le premier, c'est comment j'ai besoin de rentrer en conflit, chose que j'avais énormément de mal à faire avant dans ma vie. Je pris 30 secondes de mon côté, je me dis, voilà, Seigneur, je vais galérer, je vais en chier, je ne vais pas y arriver moi-même tout seul. Aide-moi à parler à cette personne parce que j'ai besoin de lui parler. Ça marche. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Et deuxième petit exemple, c'est voilà, souvent en voiture, je prie mon ange gardien pour que ça se passe bien. Jusque-là, j'ai fait 9000 bornes, j'ai rien accroché. Ça va. Merci beaucoup. Et une dernière question, est-ce que tu te sentais plus libre quand tu retombais dans tes addictions? Ou est-ce qu'au contraire, je sais pas si c'est très clair, ou est-ce qu'au contraire tu te sentais libre? Libre, mais pas très libre.
non mais enfin libre. Il y a la sensation de liberté. Est-ce que tu veux nous parler de ça, sensation de liberté, et en même temps, en le relisant, voilà. Est-ce que tu te sentais si libre que ça? A priori, si t'es venu chez nous, t'es venu en prison chez les frères pour te libérer, mais toi, est-ce que tu peux parler un peu de ça, là, de cette fausse liberté, et quel autre type de liberté t'as trouvé du coup? Dans les jeux vidéo, j'avais énormément de liberté. Je me sentais libre, bien, je pouvais faire ce que je voulais, à peu près, sans limite. Et en même temps, je faisais rien à côté. Enfin, au bout d'un moment, je restais dans son lit H24 pendant 6 mois. Enfin, elle n'est pas physique, cette liberté, quoi, très clairement. Aujourd'hui, je me sens pas... Alors, je vais répondre à une autre question de tout à l'heure en même temps, c'est de dire... j'ai encore envie de jouer aux jeux vidéo aujourd'hui, encore plus même en ce moment, ces derniers temps, que d'autres moments d'ailleurs, c'est un peu chiant. Mais... j'ai vraiment envie de jouer, parce que j'aime ça, voilà, très clairement. Donc je peux pas dire que je suis libéré de cette addiction aujourd'hui. En tout cas pas dans mes envies, dans ce qui me... Enfin voilà, ça me prend au trip vraiment, quoi. Ça m'empêche pas de dire non. Et moi, la liberté fondamentale que j'ai trouvée aujourd'hui, elle est là, quoi. C'est de dire non. Dire non, je veux pas, parce que je sais où ça va me mener. Je sais. C'est pareil pour la clope. Et en fait, la clope pour moi, c'est je me sens en sécurité en porte d'entrée pour le B2. Je me dis que si je prends la clope, un jour je reprendrai le B2. Donc arrête la clope. C'est aussi simple que ça. Et c'est de dire non en fait, et ce non-là me permet de faire d'autres choses aujourd'hui, du dessin. J'ai appris à dessiner, je suis très content. J'ai jamais été autant en forme de ma vie, physiquement, à 30 ans. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être sur le terrain de foot, à la piscine, et d'être vraiment en forme, quoi. Enfin, j'aimerais bien vous inviter à jouer au foot, les gars. Ça me ferait plaisir. Mais j'ai fait un petit marathon. J'avais zappé ce détail-là. Ouais, c'est vrai que... ouais, c'est... j'aimais pas courir, si étrange ça puisse paraître, et puis avec deux autres gars de maison annexe au début, on s'est motivés pour faire un marathon, le marathon du Mont-Saint-Michel pour être précis. Et on s'est motivés, on s'est entraînés, on l'a fait tous les trois, on l'a fini tous les trois. Et c'est vrai que physiquement c'était un sacré truc. Donc voilà, en fait, je suis libre d'agir aujourd'hui, non pas comme j'ai envie, mais là où est mon bien. Par contre, j'ai envie de la club. J'ai envie du jeu vidéo, je kiffe ça. Le B2, j'ai beaucoup moins d'envie, tant mieux. Par contre, j'ai une odeur de B2 quand je vais dans la rue, ça me prend au trip, mais tout de suite. Et ça, c'est assez fulgurant d'ailleurs. Mais non. C'est ça, c'est ce non tous les jours. Non, non et non. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour votre témoignage. Donc, nous accueillons maintenant le père Para qui va venir nous dire quelques mots. Elle est tellement grand que même assis, il est presque aussi grand que moi. Non, j'ai pas grand chose à vous dire par rapport à ce que je reste bouche bée. Merci pour votre témoignage. Vraiment, sincèrement. Merci de vous être mis à nu et de nous avoir donné ce témoignage. Et merci, frère, aussi pour votre sacerdoce qui s'exerce d'une manière, à la manière de Don Bosco, qui prend soin des jeunes et des moins jeunes. À travers cela, vous voyez, à travers les addictions, je pense, chacun de nous
peut voir le combat de la liberté. Comment des fois on devient esclave parce que le choix qu'on a fait consciemment pour un bien, c'était un bien dévoyé, et ça nous rend esclaves. Et de choix en choix, en fait, c'est plus un choix, on adhère malgré nous à quelque chose qui nous a rendus esclaves. Ou alors comment, avec l'aide, en acceptant humblement d'être aidé, on peut reconquérir sa liberté à force de patience, d'effort, de maîtrise de soi, de confiance, d'un regard renouvelé sur soi-même, de l'aide de Dieu, et finalement de requérir la liberté. En fait, ce qui nous est donné un peu en grandeur nature, avec des cas critiques, des cadavres, pour prendre le terme, c'est aussi valable pour chacun d'entre nous, c'est quels sont les oui que je pose et quels sont les non que je pose. Merci de terminer en disant je pose des noms tous les jours. Quels sont les noms que je pose et quels sont les noms que j'aurais dû poser et que je n'ai pas posé. En christianisme, on appelle ça l'omission, péché par omission. Et en fait, c'est très important, la liberté se gagne, se conquiert dans la capacité à poser des choix. Et ce que vous faites tous les deux, on a à le faire, quelle que soit notre échelle et notre histoire, on a à le faire aussi. Voilà, le combat de la liberté. Et sachez, je terminerai par là, que faire le choix du non-choix, ça peut arriver à un moment donné, mais faire le choix du non-choix toujours, c'est être un lâche et finir par être un esclave. On est obligé de poser des choix, que ce soit pour des vrais oui ou des vrais non. Et celui qui ne pose jamais de non ne pose pas des vrais oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on va regarder. Ouais, questions du public. Donc, public, avez-vous des questions? Non, c'est pas grave. Oui, est-ce que ça vous est arrivé de recueillir des gens qui, enfin, à part les jeux vidéo, mais de recueillir des gens qui étaient addicts aux écrans? Oui. Donc l'addiction aux écrans, elle arrive doucement. Que aux écrans, ça ne nous est pas arrivé. S'il y a une addiction donc comme nous on est une association d'abord pour la toxicomanie, il y a toujours plutôt comme chez Tristan, il y a une consommation de cannabis et puis des variantes autour par exemple, dont l'écran. Il commence à y avoir des lieux de thérapie simplement pour les écrans, mais ça commence parce qu'on est en train de prendre conscience. Pour la pornographie, il y a des demandes, donc on a des garçons qui viennent pour des dépendances à la sexualité, au sexe, qui vont pratiquer souvent jeunes, de manière intense. Et puis après, la plupart des addictions, c'est rare qu'il y ait une addiction. Aujourd'hui, c'est du poly-addiction. Il y a beaucoup de choses en même temps. Et puis après, il y a des... Je pensais à ça parce que j'ai vu le titre là tout à l'heure. Pour la question de la pornographie, il y a un livre qui s'appelle « Libre pour aimer ». Un livre de la communauté de l'Emmanuel que je recommande. Moi, je pense que je vais prendre des actions chez eux, parce qu'en ce moment, ça m'arrive autant en confession qu'en accompagnement à le conseiller, homme, femme, peu importe, de tenir vu le raz-de-marée que c'est aujourd'hui. C'est hyper important de se dire « Ah, c'est pas grave, c'est à la mode, tout le monde fait ça. » En fait, ça abîme, ça nous abîme. Et donc, c'est un livre, c'est génial. 40 jours, comme un carême. C'est vraiment un truc chouette. C'est des clés au niveau spirituel et psychologique, par exemple. Pour les écrans, j'ai pas encore beaucoup de bibliographie, mais ça va venir. Donc je sais pas trop comment accompagner ça directement, mais on a des demandes. Okay. En cours. Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup. Cool. Presque livré. Frère, la caméra, ainsi que Tristan, la caméra, on filme là, merci parce que ça sera transmis sur Facebook et sur le site. Un petit mot à un jeune qui se pose des questions, par exemple, est-ce qu'il est libre, est-ce qu'il n'est pas libre, ou alors comment il s'en prendrait pour être plus libre. Voilà, quelques phrases. Dans la caméra. Dans la caméra. La même chose pour Tristan après. Quelques mots pour être plus libre. Humainement, demandez de l'aide. Demande de l'aide.
Autour de toi, c'est sûr qu'il y a une personne ressource, quelqu'un à qui tu peux parler, une personne de confiance. A priori, c'est pas simplement tes amis, c'est quelqu'un, peut-être la génération avant toi, ou tes grands-parents, qui saura t'orienter vers ailleurs. La deuxième chose, c'est à l'intérieur de toi, il y a Dieu qui est là, qui est présent, et qui te dit moi je peux te libérer, mais j'ai besoin de ton aide. Et en même temps, je suis prêt à t'aimer même si tu es aliéné. Si tu as perdu ta liberté, je peux t'aimer comme ça. Le dernier moment, le larron. Sur la croix, juste à côté de Jésus, ils sont en train de mourir, lui c'est un salaud. Et bien lui, il s'est tourné vers Jésus, il a dit quand tu viendras dans ton royaume, il y aura une place pour moi. Et Jésus lui dit là tout de suite. Merci Jean-Siméon de me voler mes réponses. Tu le sens quand t'es pas libre à un moment donné. Tu le sens parce que y a la petite conscience qui te dit t'es pas bien là, tu te sens pas bien dans ce que tu fais, dans ce que tu vis. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en place ce que le frère Jean-Siméon vient de dire, c'est-à-dire demander de l'aide. Pas rester tout seul avec ça, surtout pas. C'est la pire des choses à faire de toute façon. C'est de demander de l'aide. Et en effet, des personnes ressources, il y en a forcément au moins une autour de toi. Et ta petite conscience sait très bien qui c'est. Merci beaucoup. C'est du lourd, du gros lourd. On va faire ensemble. Allez, c'est parti. Wednesday, c'est du lourd, c'est du gros lourd. Merci.